Jeudi 18 juin, merci de votre constante fidélité à Radio Mali, les 13h à Bamako et partout au Mali. Mesdames et messieurs, en vous espérant en santé, bonjour et merci de choisir Radio Mali pour vous informer. Au micro, nous sommes Brahma Traoré et Fatou Djabi. Voici les titres. Le ministre de la Santé lance le programme Résilience par l'azithromycine pour les enfants, un antibiotique qui permet de lutter contre les maladies infectieuses. Cette campagne de vaccination concerne les enfants d'1 à 59 mois. Au Sénégal, l'ex-chef de cabinet de Macky Sall est sous les verrous. Il est inculpé pour offense au président de la République dans une émission de télévision. Tout est parti de l'usage du mot guignafié qui veut dire bon à rien. Le réarmement de l'OTAN n'était pas une menace pour la Russie. Le pays a les capacités de défense nécessaires pour y faire face. Le président Vladimir Poutine signe cette déclaration. L'OTAN appelle ses membres à accroître leurs dépenses de sécurité. Quand le téléphone installe un mur de méfiance dans un couple, on est nombreux à fouiller dans le téléphone de son conjoint ou de sa conjointe. Un petit appareil dont l'utilité n'est point contestée, mais qui devient finalement un couteau bien lisse et qui peut fendre pas mal de couples. C'est le grand format de cette édition. Les premiers Jeux de la Confédération des États du Sahel s'ouvrent le samedi prochain à Bamako. Pour cette compétition confédérale, 10 disciplines sont retenues dont le football et la lutte traditionnelle. Hors de l'espace AES, la Coupe du monde des clubs se poursuit aux États-Unis. Dans la chronique judiciaire de ce jeudi, on vous amène à la découverte de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À la tête de cette juridiction continentale, un Malien élu il y a quelques jours. C'est tout pour les titres. L'azithromycine, une réponse efficace aux maladies infectieuses telles que le paludisme, la diarrhée ou encore les infections respiratoires, est un antibiotique qui sera administré 2 fois par an aux enfants d'1 à 59 mois. Le ministre en charge de la Santé a lancé hier le programme Résilience par l'azithromycine pour les enfants à Samaya dans la région de Koulikoro, le compte rendu de Barakissa Ouattara. C'est le petit Djibrila Doumbia de 13 mois qui a reçu la première dose de l'azithromycine, un antibiotique utilisé pour traiter diverses infections bactériennes. Au Mali, un enfant meurt toutes les 6 secondes dans les communautés ayant un accès limité aux services de santé et le plus souvent de causes évitables. Le programme Rich Résilience par l'azithromycine pour les enfants ainsi lancé permettra de prévenir les infections potentiellement mortelles. Il est financé par la Fondation Bill Gates à travers le Centre pour le développement des vaccins CVD Mali. Matthews Steele, représentant de la Fondation Bill Gates. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous sommes en train de poser une grande pierre et que c'est le lancement officiel et qu'avec l'équipe dirigée par Madame le ministre de la Santé et qui ne doute pas que dans les jours à venir, dans les mois à venir, que des millions d'enfants maliens bénéficieront de ce médicament. Le programme devra couvrir toutes les régions du Mali par l'administration semestrielle de l'azithromycine aux enfants de 1 à 59 mois de façon équitable, surtout les populations les plus vulnérables avec un accès limité aux soins. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Aujourd'hui, on ne doit plus voir un enfant mourir avant de fêter son 5e anniversaire, ni une femme mourir en donnant la vie. Le programme sera intégré à d'autres actions de santé telles que la semaine d'intensification des activités de nutrition en utilisant les plateformes existantes de notre système de santé. Avec l'association de l'azithromycine au vermifuge et à la vitamine A et d'autres molécules pour en faire un paquet de soins essentiels, maternels et infantiles, depuis le niveau communautaire afin d'avoir un effet synergique par un effort unique. Le 27 avril 2023, faut-il le rappeler, le Mali a été déclaré par l'OMS comme pays ayant éliminé le trachome. C'est là à la suite d'efforts colossaux des services de santé avec administration de plus de 5 millions de molécules d'azithromycine.
Ce programme de vaccination réconforte les efforts déjà en cours pour lutter contre les maladies infectieuses et promouvoir la santé de la population. La santé rime bien avec la sécurité pour parler de la visite de la deuxième cohorte des cadres en formation à l'école d'état-major des forces de sécurité. Oui, elle était hier à la direction générale de la police technique et scientifique. Cette visite a permis aux stagiaires de s'informer sur les missions et procédures de la structure. Alcine Touré était de la visite. La police technique et scientifique est un instrument mis en place par les autorités en vue d'aider les instances judiciaires dans la manifestation de la vérité, notamment dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le terrorisme. Elle dispose de laboratoires spécialisés dans la détection et le traitement des dossiers d'individus soupçonnés de crimes. Elle dispose pour cela d'une base de données contenant tous les profils potentiels. Contrôleur général Boubacar Sidibé, directeur général de la police technique et scientifique. La direction générale de la police technique et scientifique DGPTS est un service central jeune créé par la loi numéro 2018-002 du 12 janvier 2018. La DGPTS ambitionne de s'ériger en pôle d'excellence en matière de criminalistique et de sciences médico-légales en ce qui concerne le traitement en laboratoire des éléments de preuve matériels en vue de renforcer les procédures d'enquête de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des services centraux spécialisés, ainsi que celles initiées dans les cours et tribunaux de la justice. Les stagiaires de l'école d'état-major des forces de sécurité et leur encadrement ont prêté une oreille attentive aux explications données par les responsables de la police technique et scientifique. L'école d'état-major est une mine de compétences au service de la hiérarchie militaire. La présente cohorte représente 34 auditeurs, dont 2 du Burkina et 2 du Niger. Colonel Sekou Doumbia, commandant de l'école d'état-major de formation des forces de sécurité. Cette école regroupe les hauts cadres des forces de sécurité, notamment la police nationale, la gendarmerie nationale, la garde nationale et la protection civile, et bien d'autres acteurs de sécurité. L'école est compétente de recevoir d'autres acteurs de sécurité, notamment les forces paramilitaires, la douane, la protection civile, l'administration pénitentiaire, les autorités administratives, les préfets, sous-préfets, les gouverneurs, mais dans le cadre des stages spéciaux. Ça, c'est des stages sous forme de séminaires. La police technique et scientifique du Mali, qui se donne une vocation régionale, jouera un grand rôle dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, pourvu qu'elle soit dotée davantage de ressources humaines et financières à la hauteur des ambitions qu'elle s'est fixées. Hors du Mali, au Sénégal, l'ex-chef de cabinet du président Macky Sall, Moustapha Diakhaté, est poursuivi après avoir critiqué le protocole présidentiel dans une émission de télévision. C'est l'usage du mot gougnafié, qui veut dire bon à rien, qui a mis le feu aux poudres. Il est donc inculpé pour offense au chef de l'État. Le procureur a requis hier 6 mois de prison, dont 3 mois fermes et 200 000 francs CFA d'amende. Moustapha Diakhaté restera en détention préventive jusqu'au délibéré de son procès le 2 juillet prochain. Et en Guinée-Bissau, les agents en charge de la révision des listes électorales refusent de transmettre les données nécessaires à la Commission nationale des élections pour organiser le vote. Ils réclament des salaires impayés. La semaine dernière, c'était les fonctionnaires qui avaient bloqué hôpitaux et écoles. Un nouveau blocage qui fait planer le doute sur la tenue des élections présidentielles et législatives prévues pour le 23 novembre 2025. Au Cameroun, Léon Teller, un élu du parti du pouvoir RDPC, conteste la candidature probable du président Paul Biya à la présidentielle si celle-ci venait à être annoncée sans la tenue d'un congrès ordinaire de la formation. Ce conseiller municipal a saisi l'organe en charge des élections pour faire contester l'illégalité de cette probable investiture, alors que Paul Biya est annoncé comme le candidat naturel et statutaire du RDPC à la présidentielle prévue dans 4 mois. Madagascar, le gouvernement avance la thèse d'un empoisonnement intentionnel après le drame survenu lors d'un anniversaire en banlieue de la capitale. Une cinquantaine de convives ont été admis en urgence dans plusieurs hôpitaux, tous présentant les mêmes symptômes, vomissements et détresse respiratoire. Le dernier bilan fait état d'au moins 19 morts, tandis qu'une vingtaine de personnes restent dans un état critique.
Au Tchad, une délégation ministérielle vient de séjourner dans la province de Ouaddaï suite au massacre d'une vingtaine de personnes par des assaillants. La délégation gouvernementale promet que justice va être rendue aux victimes car leurs bourreaux ont été arrêtés, précise le ministre de la Sécurité publique. Il s'agit de 9 assaillants. Ils vont tous être acheminés en N'Djamena, la capitale, pour être jugés, tout comme le massacre de Mandakao, une autre localité endeuillée. À l'île Maurice, le gouvernement décide de repousser l'âge d'accès à la pension de vieillesse à 65 ans. Depuis 1958, toute personne âgée de 60 ans ou plus reçoit automatiquement une pension de vieillesse sans aucune condition de revenu ni de cotisation. Ce montant mensuel est fixé à 15 000 roupies, soit près de 190 000 francs CFA. Pour le nouveau gouvernement en place depuis octobre 2024, ce système est devenu insoutenable. En RDC, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a démissionné hier. Il est poursuivi dans une affaire de détournement des deniers publics. L'ex-ministre dénonce un complot politique visiblement conçu à Kigali et exécuté par certains de ses compatriotes, selon ses propres termes. À la veille de sa démission, il avait rencontré le président Félix Tshisekedi. Pendant ce temps, aux États-Unis, Brahma Traoré, les experts congolais et rwandais ont paraphé hier un document préparatoire à un accord de paix sous l'égide de Washington. Un pas important qui doit désormais être validé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Ils doivent signer le document le 27 juin avant une possible rencontre au sommet en juillet en présence du président américain Donald Trump. Le texte contient 5 dispositions, parmi lesquelles le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. Un mécanisme conjoint de coordination pour la sécurité doit également être mis en place. En Russie, le président Vladimir Poutine a affirmé ce jeudi que le réarmement de l'OTAN n'était pas une menace pour la Russie, car son pays, selon lui, a les capacités de défense nécessaires pour y faire face. L'OTAN, qui doit se réunir en sommet la semaine prochaine à La Haye, aux Pays-Bas, invite ses membres à accroître leurs dépenses de sécurité dans le contexte du conflit en Ukraine. Et pour finir, l'actualité internationale, au 7e jour du conflit entre Israël et Iran, les bombardements continuent. Un hôpital israélien a été touché aujourd'hui par des missiles. Au moins 47 personnes ont été blessées dans ces attaques. Pour l'Iran, la cible directe et précise était l'installation militaire. Dans une allocution à la télévision nationale, le guide suprême iranien Ali Khamenei a affirmé que la nation iranienne ne se rendra pas et avertit Washington des conséquences irréparables qu'entraînerait une intervention américaine. Donald Trump, quant à lui, laisse planer le doute sur ses intentions d'une possible intervention américaine en Iran. 13h passées de 12 minutes, retour à la maison. Quand le téléphone installe un mur de méfiance dans un couple, on est nombreux à fouiller dans le téléphone de son conjoint ou de sa conjointe par jalousie ou par manque de confiance. Pourtant, cette pratique n'est pas normale. Fouiller dans le téléphone de son partenaire est même interdit par les religions puisqu'il est synonyme de l'espionnage. Oui, Fatou Djabi, le téléphone est un petit appareil dont l'utilité n'est point contestée, mais qui devient finalement un couteau bien lisse et qui peut fendre pas mal de couples. C'est le grand format de cette édition signée Adam Maïga. Aucune femme ne se laisse emporter par la jalousie au point de fouiller le téléphone de son mari. Visage tourné vers la gauche, le regard perdu dans le vide, le menton posé sur la paume de la main droite. Samake Aïcha Sidibé semble noyée dans ses pensées. 10 années durant, une angoisse profonde a rythmé son quotidien. Elle nous confie d'une voix tremblante ce qui l'a tant tourmentée. Je fouillais souvent le téléphone de mon mari. J'étais trop jalouse. Je voulais m'assurer qu'il ne me trompait pas avec d'autres femmes. À cette époque, il y avait beaucoup de malentendus entre nous. Il discutait souvent avec des filles. C'était trop douloureux à supporter. Aujourd'hui, je pense qu'il est essentiel d'instaurer la confiance mutuelle et de respecter la vie privée de son conjoint. Une histoire qui n'est pas isolée. Jafar Cham, lui, a vécu la situation inverse.
marié, puis divorcé, il se souvient des moments où sa femme manipulait sans cesse son téléphone. Elle connaît le code qui débrouille mon téléphone. Demander mon téléphone, par exemple, pour passer un appel ou faire quelque chose, elle profite pour fouiller, pour voir qu'il n'y a pas de message de fille ou bien encore que je n'ai pas de discussion avec des discussions suspectes avec certaines filles, quoi. Je ne me reproche rien, il n'y a rien de suspect dans le téléphone, mais elle peut souvent mal interpréter les messages de certaines amies, par exemple, ou certaines cousines. Elle ne cherche pas à comprendre et elle se dit que ce sont peut-être des copines, quoi. La jalousie excessive, le manque de confiance, les changements de comportement ou encore l'absence de communication, autant des raisons qui poussent certains à fouiller les téléphones de leur partenaire. Mais à quel prix? Nene Sako, conseillère matrimoniale. Tout récemment, une femme m'a appelée en larmes. Elle avait décroché le téléphone de son mari, pensant que c'était juste une simple conversation. Mais à l'autre bout, une dame lui a crié dessus et l'a insulté. À ce moment-là, son mari était malade. Elle est restée sans voix, choquée par la scène. Et puis, il y a cette dernière dame, elle était à la fois triste et rieuse. Elle se plaignait du manque d'affection de son mari. Il ne lui disait jamais un mot doux, ne lui témoignait aucune attention. En islam, cette pratique est d'ailleurs formellement interdite. Fouiller le téléphone de son conjoint est considéré comme un péché. Moussa Massire Soukouna, islamologue. Allah Azza wa Jalla dit dans le Saint-Coran, il dit dans la sourate Al-Hujurat, ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché, et n'espionnez pas. Le mot tajassasu, qui signifie l'espionnage, signifie fouiller aussi, chercher les fautes, les secrets. Donc c'est exactement ce qui signifie fouiller dans un téléphone de quelqu'un sans son consentement. Donc dans ce verset, on interdit fermement la fouille dans les affaires cachées des autres et l'investigation dans leurs affaires intimes. Sidi Mohamed Samaki, sociologue. Les conjoints doivent essayer ensemble de définir les limites de l'usage que l'autre peut faire de son téléphone, définir aussi les sanctions en cas de violation de ces limites-là. Alors cela va résoudre pas mal de problèmes. Certains préfèrent s'éloigner du téléphone de leur partenaire pour préserver la paix. D'autres choisissent de faire confiance simplement. Et puis, il y a des foyers comme celui de la famille Diarra où le téléphone est utilisé comme un bien commun. Sidiki Diarra, chef de famille. Moi, personnellement, je peux utiliser le téléphone de ma femme parce qu'entre nous, réellement, il y a la confiance. Souvent, même si elle n'a pas de crédit, elle peut prendre mon téléphone pour faire ses appels. Kouate Urokia Traoré, ménagère. Je ne connais pas son code et je ne l'ai jamais cherché à le savoir. En plus de ça aussi, je n'ai aucun doute sur lui qui me pousse à aller fouiller dans son téléphone parce que je lui fais confiance. Une habitude que la religion chrétienne recommande, à condition qu'elle repose sur la transparence et non sur la méfiance. Robert Sangaré, pasteur. De façon volontaire, l'homme peut ne pas toucher le téléphone de madame ou même fouiller dans son téléphone, mais de façon volontaire. Sinon, il n'y a pas un interdit, il n'y a pas une partie de la Bible qui dit que voilà, l'homme ne doit pas toucher ou fouiller dans le téléphone de la femme, vice-versa. Ça n'existe pas. Le téléphone, outil de communication, devient parfois source de division. Qu'il soit vu comme un bien privé ou une propriété commune, son usage dans le couple mérite réflexion. Car au fond, ce n'est pas le téléphone qu'il faut protéger, mais bien la confiance. Voilà qui est bien dit, Adam Maïga. On dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Dans tous les cas, chère dame, laissez les téléphones de ces messieurs, en tout cas si vous tenez à la santé de votre cœur, n'est-ce pas, Bourama Traoré? Tout à fait, Fatou Diaby. On passe à la page sport. Les premiers Jeux de la Confédération des États du Sahel s'ouvrent le samedi prochain à Bamako. Pour cette compétition confédérale, 10 disciplines sont retenues, dont le football, la lutte traditionnelle et l'athlétisme. Hors de l'espace AES, la Coupe du monde des clubs se poursuit aux États-Unis. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Abdul Karim Kaba.
Les premiers Jeux de l'Alliance des États du Sahel AES auront lieu du 21 au 28 juin prochain ici à Bamako. 10 disciplines sportives sont retenues pour la compétition. Ces Jeux auront lieu au Palais des Sports Salamatou Maïga, le stade Mamadou Konaté et le stade du 26 mars de Irimadjo. Les disciplines retenues sont le football U17, la lutte traditionnelle, le bras de fer sportif, le tir à l'arc, les tirs sportifs, l'athlétisme, le judo, le karaté, le kung-fu wushu et le taekwondo. 500 participants avec athlètes, encadrement, officiels techniques et autres acteurs sont attendus. 3 champions du monde dans leur catégorie et discipline sont les ambassadeurs des premiers Jeux de l'AES. Iron Bibi du Burkina Faso, Abdourazak Issoufou Alphaga du Niger et Dabamourou Keïta du Mali. Ces premiers Jeux de la Confédération des États du Sahel AES sont placés sous la haute présidence du président de la transition, chef de l'État, président en exercice de l'AES, le général d'armée Assimi Goïta. Sur le continent CHAN 2025, initialement disqualifié par le jury disciplinaire de la CAF, le Congo est finalement repêché. Après les 2 rencontres éliminatoires disputées face à la Guinée équatoriale au mois de décembre dernier, les Équato-Guinéens avaient déposé un recours auprès de la CAF, accusant le Congo d'avoir aligné des joueurs sans présenter leur licence. La CAF a alors jugé les joueurs illégibles et donné les 2 matchs gagnés sur tapis vert à la Guinée équatoriale. Ainsi, mardi, une bonne nouvelle est arrivée pour le Congo, avec la notification de la commission d'appel de la CAF qui a confirmé la qualification du Congo après réexamen du dossier. Les Diables Rouges reprennent ainsi leur place dans le groupe D en compagnie du Sénégal, du Soudan et du Nigeria. Le tournoi a été décalé au mois d'août et se jouera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. L'actualité dans le monde est dominée par la Coupe du monde des clubs FIFA États-Unis 2025. Plusieurs rencontres ont été disputées. Considéré comme l'un des favoris de cette compétition, le Real Madrid d'Espagne, 15 fois champion d'Europe, a été tenu en échec par Al Hilal. Les Anglais de Manchester City ont dominé les Marocains de Wydad Casablanca, l'un des représentants du continent, par 2-0. Les Mexicains de Monterrey et les Italiens d'Inter Milan ont partagé les points, 1 but partout. Déjà mardi, les Argentins de River Plate ont battu les Japonais d'Urama Red Diamond par 3-1. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, une autre formation du continent, a battu les Sud-Coréens du Sen Hyundai par 1-0. C'est la première victoire des représentants africains dans cette Coupe du monde des clubs. Les Tunisiens de l'Espérance se sont inclinés 0-2 devant les Brésiliens de Flamengo. La leçon de sport de ce jeudi nous parle des officiels de table à handball. Les officiels de table sont des acteurs du match qui doivent rester attentifs et concentrés sur leur mission. Une mission d'assistance des arbitres qui, dans tous les cas de litige, ont autorité pour prendre les décisions adéquates. La leçon de sport du jour, c'est avec Isaac Tchenou. Pour la rencontre de handball, la présence d'un secrétaire de table ou marqueur et d'un chronomètre est obligatoire. Ils ne sont pas choisis au hasard, nous dit Amadou Baïga, entraîneur de handball. Lors d'un match de handball, il y a des délégués sur la table, dont un marqueur et un chronométreur. Ce sont des gens qui doivent maîtriser les règles du jeu, choisis parmi les anciens arbitres ou d'anciens joueurs de haut niveau. Ces personnes sont durant le match les assistants de l'arbitre. Elles ont un rôle très important dans le bon déroulement de la rencontre. Ils aident les arbitres à diriger un match quand il y a des anomalies sur le terrain qui n'ont pas été vues par les arbitres, ils le signalent. Parmi ces fautes, il y a les mauvaises rentrées, les coups d'antisportivité. Ils suivent les avertissements, les exclusions de 2 minutes, les disqualifications. Les hommes de la table suivent l'application des règles au-delà du terrain, nous précise Amadou Maïga. Les délégués ont le contrôle du temps de jeu des temps-morts. Généralement, c'est eux qui suivent l'application des règles de jeu en dehors de l'heure de jeu. Il y a également un délégué de match qui joue un rôle prépondérant en handball. Le supérieur est généralement un membre du bureau fédéral. Il travaille avec les arbitres et les délégués. Et c'est lui qui a la responsabilité de la rencontre. Il veille sur les bandes de touche afin que le règlement soit respecté. Quand les entraîneurs refusent de respecter les règles, il peut appeler les arbitres et demander une sanction aux entraîneurs en question. C'est lui qui veille à la protection de tous les acteurs de la rencontre. En cas d'incident, c'est lui qui doit intervenir. En cas de litige, la table de marque n'intervient qu'à titre consultatif. La décision finale appartient aux 2 arbitres de jeu. Chronique judiciaire.
Dans la chronique judiciaire de ce jeudi, nous allons à la découverte ou redécouverte de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est une juridiction continentale. À ce jour, 34 États membres ont ratifié le protocole établissant la Cour. Oui, parmi eux, seuls 8 ont déposé une déclaration par laquelle ils acceptent la compétence de la juridiction pour examiner les requêtes déposées par des particuliers et des ONG. Il y a quelques jours, notre compatriote, Dr Modibo Sago, a été élu à la tête de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Garbou Pérou l'a rencontré. Au sommet de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, on voit le Mali. L'une des plus hautes institutions judiciaires du continent est désormais dirigée par notre compatriote. Il s'appelle le Dr Modibo Sako. Dans le silence des salles d'audience et la rigueur des textes, notre concitoyen, magistrat de grade exceptionnel, nous plonge dans les coulisses d'une justice panafricaine. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été créée par un protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adopté à Ouagadougou en juin 1998. Le protocole est entré en vigueur en 2004 et la Cour a commencé ses activités en 2006. Elle est la seule juridiction continentale ayant pour compétence, pour mission, d'assurer la protection juridictionnelle des droits de l'homme en Afrique. Au sens de l'article 3 du protocole qu'elle a créé, la Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la charte, du protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme. Dans le cadre de cette compétence, la Cour rend des ordonnances, y compris des ordonnances de mesures provisoires et des arrêts qui doivent être mis en œuvre pour une protection effective des droits de l'homme. Bien que complémentaire, il y a une différence entre la Cour et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Celle-ci enquête, alerte et formule les recommandations. En revanche, celle-là rend des décisions judiciaires. La Commission, à la différence de la Cour, ne rend pas de décisions qui ont un caractère obligatoire. Les décisions rendues par la Commission sont appelées des recommandations. Je dois par ailleurs indiquer que, s'agissant de la Cour, il existe une différence avec la Commission en ce sens que la Cour rend des arrêts qui, au sens de l'article 30 du protocole, ont un caractère obligatoire et dont l'exécution est une chose obligatoire pour les États. Les requêtes peuvent venir des États, des ONG accrédités ou même des individus. Une fois reçue, chaque requête est examinée sur la recevabilité puis jugée sur le fond. Il faut que la requête soit dirigée contre un État ayant ratifié le protocole, que les recours internes aient été épuisés et qu'elle ne soit pas manifestement infondée ou en cours d'examen devant une autre instance internationale. Lorsque la Cour reçoit une requête, elle la communique à l'État contre lequel la requête est dirigée. La Cour donne aussi copie de la requête aux États membres de l'Union africaine. L'État contre lequel la requête est dirigée, nous l'appelons dans la terminologie prévue au niveau de nos textes, l'État défendeur, qui dispose d'un délai de 90 jours pour déposer sa réponse. Par ailleurs, la requête doit remplir certaines conditions pour être déclarée recevable. Il s'agit entre autres d'indiquer l'identité de leur auteur, c'est-à-dire l'auteur de la requête, de la demande, même si celui-ci demande à la Cour de garder l'anonymat. La requête doit être compatible avec la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui appelée l'Union africaine. La requête ne doit pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'État mis en cause des institutions de l'Union africaine. La requête ne doit pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse. Inspiré par un profond sens de la justice et des devoirs, c'est lors de la 77e session ordinaire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples que Dr Sako a été élu président pour un mandat de 2 ans renouvelable. Cette élection, en plus de la reconnaissance du mérite, est un réel succès diplomatique. 13 heures passées de 28 minutes. Prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Et si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez déjà fini, bonne digestion. Le journal vous a été préparé par Brahma Traoré, Fatou Djabi, mise en onde Alimata Ouattara, mise en ligne Badji Touré. Retrouvez tout à l'heure Kani Keita pour la lecture des avis et communiqués. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Belle fin de journée à vous, où que vous soyez.